Comme j'ai lu le titre et qu'on parle aussi de fragmentation, donc on parle de fragmentation de la mondialisation, donc on parle de grands enjeux, je pense qu'il est toujours bon de prendre un peu de hauteur et de rappeler des choses qui peut-être ont été abordées plus ou moins dans d'autres tables rondes, mais dans mon propos, je pense que c'est important d'aller du plus général, du plus haut, à des choses un peu plus précises. Alors d'abord, le changement climatique, c'est ce que je considère comme un véritable game changer à différents niveaux, au niveau politique, économique, stratégique. Ça va impacter nos trajectoires de développement, ça va amplifier les risques et menaces à travers le monde, sans exception, et puis fragiliser beaucoup d'États. Euh, nous sommes confrontés et nous serons confrontés de plus en plus à des stress tests d'ampleur inconnue jusque-là. Nous en avons eu un avant-goût et nous en avons des avant-goûts très régulièrement. En 2021, c'est 200 000 km² de l'espace russe qui sont partis en fumée. C'est à peu près la même chose au Canada récemment. Un tiers du territoire pakistanais soumis à des inondations. Bref, on manque un peu de mots pour aujourd'hui décrire l'ampleur de certains événements météorologiques extrêmes. Ça veut donc dire 30 millions de personnes qui tous les ans sont déplacées pour des raisons environnementales. Ça ne veut pas dire qu'ils vont forcément à l'étranger, non, une petite partie seulement, mais voilà, ils vont là où la nature ou les villes plutôt peuvent les accueillir. Ça veut dire un stress hydrique et un stress alimentaire majeur. Ça va devenir un enjeu central de la paix et de la sécurité internationale. La faim dans le monde augmente à nouveau alors qu'elle décroissait régulièrement depuis le début du 21e siècle. Ça va donc accroître les tensions alimentaires, perturber aussi les marchés des matières premières agricoles. Alors, oui, ça va. Le changement climatique est un grand amplificateur des phénomènes de fragmentation de la mondialisation telle que nous l'avons connue depuis les années 90. Alors, à notre petit niveau national, européen, on le voit avec le développement des cultures localistes ou des circuits courts. Les entreprises font du nearshoring ou du inshoring pour être moins dépendantes dans leur ligne d'approvisionnement, dans leur chaîne de valeur. On va voir se développer de plus en plus des compétitions pour l'accès à des métaux stratégiques, ceux qui sont indispensables à la transition énergétique. Et puis, on a un narratif qu'on ne peut pas dire un narratif vraiment du Sud global, mais un narratif qui nous est contraire et qui risque de prendre de l'ampleur, celui sur la responsabilité de l'Occident dans tous les malheurs qui affectent le monde. Bref, nous sommes responsables et cela a parfois des côtés bien pratiques. Et puis, ça a un impact sur les flux. Alors, vous le savez tous, le canal de Panama est aujourd'hui en crise, aux crises liées au changement climatique. Il faut de l'eau pour permettre le passage des bâtiments, des navires, des deux côtés. Donc, aujourd'hui, et depuis 18 mois, ce sont des flux qui sont très perturbés, avec une baisse de plus de moitié des trafics transocéaniques. En même temps, c'est la route maritime du Nord qui s'ouvre, aussi du fait du changement climatique, mais il faut aussi raison garder, c'est un nouvel espace, une nouvelle route, mais qui aujourd'hui n'est absolument pas en concurrence avec la route péri-asiatique. 36 millions de tonnes de trafic pour la route maritime du Nord versus 1,4 milliard pour la route péri-asiatique. Néanmoins, ce sont de nouvelles routes, néanmoins, ce sont de nouveaux espaces de compétition. Alors, les impacts sur la défense, je vous assure, je viens doucement vers les capacités et les opérations. Eh bien, cela va conduire à un monde de plus en plus instable. Il n'y a pas de guerre
liées directement au climat. Euh, Exit le Darfour ou la Syrie, je veux dire, il faut se garder de simplification. Néanmoins, les tensions vont augmenter. On les voit déjà très fortement. Dans un monde à 1,2 degré de réchauffement en moyenne sur ces 10 dernières années, qu'en sera-t-il dans un monde à 3 ou à 4 degrés, si jamais nous arrivons jusque-là? On peut craindre effectivement que l'exacerbation de tout un ensemble de tensions par les effets du changement climatique ne conduise à une augmentation ou en tout cas une amplification de l'importance des facteurs climatiques dans les tensions internationales, voire les conflits. Alors au niveau opérationnel, ce que l'on imagine, ce que l'on peut imaginer raisonnablement, c'est que nous soyons sollicités de façon croissante pour soutenir les opérations de secours humanitaire post-catastrophe naturelle, les fameuses opérations dites HADR dans son acronyme anglo-saxon, que nous le voyons déjà dans certains pays, les forces armées sont sollicitées pour venir en soutien des forces de police ou des forces aux frontières. Oui, je pense qu'il y a toujours un risque que cette fragmentation du monde conduise aussi à ce que s'il y a amplification des phénomènes migratoires, eh bien, les forces armées soient, dans certains pays, sollicitées pour venir protéger leurs frontières. Et puis, il y a euh, les questions de sécurisation des flux stratégiques. J'en parlais tout à l'heure. Il y aura peut-être, au-delà aujourd'hui de la sécurisation des flux énergétiques, d'autres flux qui apparaîtront comme stratégiques et qui nous amèneront aussi à jouer un rôle dans leur protection. Et puis surtout, peut-être, des opérations de stabilisation. Si le monde devient de plus en plus instable, de plus en plus violent, du fait aussi du changement climatique, mais pas que, bien sûr, à cause du changement climatique, eh bien, nous pourrions être de plus en plus sollicités pour intervenir là où le besoin s'en fait sentir. Alors, descendons d'un cran, au niveau opératif, eh bien, les armées, dans un monde frappé par les différentes modifications du changement climatique, c'est-à-dire des températures extrêmes, et n'oublions pas aussi le grand froid, puisque c'est un nouvel espace de compétition. Donc, entre les espaces grand chaud et les espaces grand froid, ça crée une amplitude de conditions environnementales où les hommes et les équipements doivent être opérationnels, doivent être au mieux de leur capacité. Eh bien, cela représente un vrai défi. C'est un défi pour la santé, ça va être abordé tout à l'heure, mais évidemment, la chaleur humide, vous le savez, le rapport du GIEC s'est vraiment saisi de cette question dans son dernier rapport. La chaleur humide a des effets extrêmement importants sur la santé physique et mentale des hommes. Ça a aussi des effets sur les équipements, c'est des effets de corrosion extrêmement intenses. Le problème de la corrosion est un problème peu connu, mais en fait extrêmement fondamental pour l'ensemble des équipements. Les tempêtes de sable et de poussière qui se développent dans des régions qui sont frappées par l'aridification, eh bien, c'est également extrêmement impactant pour les êtres humains et pour les matériels. Cela conduit souvent à augmenter l'importance, le rythme des opérations de maintien en condition opérationnelle des équipements. Tout ça, il faut le prendre en compte. Et puis, les conditions d'opération elles-mêmes. Vous vous rappelez Azincourt, notre cavalerie s'est légèrement embourbée. Donc, la question d'opérer dans des terrains qui sont hostiles, dans des terrains qui sont inondés, avec des populations qui sont désemparées et qui viennent, je dirais, compliquer un théâtre d'action, un théâtre d'opération, eh bien, tout cela, ça doit être anticipé.
Alors, s'agissant des équipements, puisque c'est aussi, je crois, un des volets de cette table ronde, eh bien, nous sommes en train de faire cette cartographie euh, qui est compliquée, cartographie des impacts du changement climatique, des différentes conséquences du changement climatique sur les plateformes de combat, sur les systèmes d'armes. Nous en tirons un certain nombre de premiers enseignements sur à la fois les impacts majeurs à prendre en compte et également dans la démarche capacitaire, quelles sont peut-être les pistes aujourd'hui qu'il faut suivre. Alors, je l'ai déjà dit, l'augmentation de l'exposition des combattants, c'est une donnée d'entrée, une donnée très importante. Il va falloir adapter le combattant à ces conditions plus abrasives. Nous serons confrontés à une diminution des performances, voire même à des défaillances de systèmes dans ces environnements. Alors aujourd'hui, déjà, on a le phénomène, vous savez, de biofouling, c'est-à-dire de micro-organismes qui s'attachent aux coques des bâtiments. Et ça, c'est lié à la température des eaux. Et vous êtes tous au courant des canicules marines et des phénomènes de réchauffement des mers. Ça a un impact sur la consommation, sur la liberté de manœuvre, sur le fait que ces bâtiments doivent régulièrement nettoyer leurs coques. Donc, ce sont des arrêts. Donc, c'est un impact sur les opérations. L'acoustique sous-marine est également affectée. La capacité d'emport des aéronefs par grand chaud est directement impactée. Donc, il faut aussi des pistes plus longues, le cas échéant. Euh, le refroidissement des machines pour les bâtiments, c'est aussi un grand problème. Euh, et puis, globalement, l'électronique et les munitions sont particulièrement exposées à des pics de chaleur extrême. Tout ça amène à une usure accélérée des matériels, à des besoins croissants en énergie, malheureusement, et en eau. Euh, et puis, nous constatons que dans ce monde à venir, dans ce monde présent mais à venir, souvent des problèmes d'inadaptation des infrastructures de stationnement, des infrastructures de stockage et de maintenance. Enfin, je l'ai déjà un petit peu évoqué, nous sommes confrontés à des problèmes de chaînes d'approvisionnement et de résilience de ces chaînes d'approvisionnement. Donc, il faut aussi penser à des solutions visant à réduire notre exposition à ces risques. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail, parce que vous voyez que la matière est extrêmement vaste. Ce que je peux dire, c'est vous donner comme indication, ce sont quelques lignes d'effort dans ces domaines-là, qui viennent un peu structurer la démarche. Pour nous, mais ce n'est pas seulement lié au changement climatique et à ses conséquences, travailler à l'autonomie énergétique et hydrique des forces, c'est très important. Il faut viser à la réduction de l'exposition de nos chaînes logistiques qui présentent souvent des vulnérabilités qui, vous le savez très bien, dans les engagements américains en Irak et en Afghanistan, les chaînes logistiques ont été particulièrement exposées. Beaucoup de pertes humaines sont liées à la protection de ces convois d'alimentation hydrique et énergétique. Bref, tout notre travail vise à aller vers plus d'autonomie. Alors, vous avez peut-être entendu parler du projet, du programme EcoCamp. Il vise à développer l'autonomie énergétique et hydrique des camps projetés à travers tout un ensemble de briques technologiques qui sont expérimentées. Ça va dans ce sens. Ça va dans ce sens. Il nous faut, deuxièmement, accroître la résilience de nos infrastructures. Nous sommes présents dans le monde entier. Les infrastructures, ça sert à beaucoup de choses. Ça sert à la préparation opérationnelle et ça sert à soutenir l'ensemble de nos missions. Donc, il faut considérer que certaines infrastructures, certaines, pas toutes, infrastructures de défense sont critiques dans le sens où elles sont véritablement des plateformes de combat. Les bases navales sont
l'exemple type même d'une infrastructure militaire critique. Donc, il faut que nous voyions, que nous cartographions l'exposition au risque climatique de l'ensemble de ces infras, ce qui a été fait. C'est le premier résultat, c'est qu'on a screené grâce à la collaboration et un contrat passé avec AXA Climate, qui est une entité de l'assureur AXA, et qui nous a permis d'avoir une vision des sites les plus exposés. Ça ne veut pas dire que tout est fait. Ils sont présents là-bas, dans le fond de la salle, d'ailleurs. Présent. Je les en remercie. Maintenant, il faut travailler aussi sur une priorisation, parce que l'adaptation aux effets du changement climatique est une démarche qui s'inscrit sur le long terme. Il nous faut donc avoir des listes prioritaires d'actions ou de sites, en l'occurrence, pour lesquels des adaptations seront nécessaires. Donc, on ne va pas prendre l'ensemble de nos infrastructures et dire oui, oui, on va les adapter. Non, il faut croiser l'exposition au risque climatique, la criticité opérationnelle de certains sites. Certains n'ont pas de redondance, donc ils sont à ce titre-là critiques, mais il y a d'autres critères à prendre en compte, naturellement. Bref, il nous faut accroître la résilience des infras étape par étape en vue de pouvoir l'inscrire dans le cadre de la prochaine LPM. Et la démarche est la même s'agissant des systèmes d'armes. Je parlais d'une cartographie des impacts. Il faut aussi que ça nous amène à, bien sûr, savoir quel est le plus important, quels sont les impacts les plus importants, ceux qui nécessitent le plus de travaux en matière de développement, en matière de recherche, de compréhension. Est-ce que c'est le problème de l'acoustique sous-marine ou est-ce que c'est le problème du refroidissement des machines? Je veux dire, aujourd'hui, nous n'en sommes pas exactement là. Nous sommes toujours dans une démarche de connaissance qui va permettre l'anticipation, celle-ci permettant l'adaptation. Et puis, j'en ai parlé un tout petit peu, mais l'adaptation de la préparation opérationnelle, c'est naturel. Nous le faisons déjà. On ne s'entraîne pas à Djibouti comme on s'entraîne à Mont-de-Marsan. Ce n'est pas pareil. Évidemment, les conditions ne sont pas les mêmes. Donc, il nous faut aussi voir loin et voir comment nous devons adapter la préparation opérationnelle au grand chaud, au grand froid, mais aussi aux événements climatiques extrêmes. Bref, il y a des zones qui sont plus exposées que d'autres. Et ça, c'est très important. Et pour ça, je dirais, il y a des facilitateurs, des enablers, comme disent les Américains. Il nous faut, développer notre culture de la sécurité climatique au sein du ministère. C'est absolument fondamental pour embarquer l'ensemble des acteurs. Il nous faut donc ces outils de cartographie des risques climatiques à différentes échelles. J'ai parlé des infras, mais il y a aussi une visualisation absolument essentielle des impacts du changement climatique sur les théâtres extérieurs. Et ça, nous y sommes engagés également. Il faut naturellement développer beaucoup la culture du retour d'expérience, les fameux RETEX. Ce n'est pas si simple. Il n'y a pas une machine toute bien huilée et bien réglée qui permet de faire remonter ces retours d'expérience. Et puis, il nous faut développer la coopération à tous les niveaux. Donc, c'est à la fois briser les silos internes que peuvent connaître tout organisme comme le ministère des Armées, qui est une vaste machine extrêmement riche. Il faut donc désiloter, pardon pour l'expression, mais il nous faut participer à des échanges, établir des échanges avec des acteurs du monde académique, du monde scientifique national, mais aussi des entreprises. C'est ce que nous sommes en train de faire et avec différents partenariats établis. Enfin, au niveau international, toutes les questions que j'ai mentionnées sont évidemment au cœur des réflexions de l'OTAN dans le cadre du plan d'action climat, sous l'impulsion de son secrétaire général, qui considère que c'est aussi un enjeu absolument essentiel. Et au niveau européen, il y a également une dynamique de changement et de partage d'expériences entre les États membres. Voilà, je crois que je m'arrêterai là et répondrai à vos questions avec grand plaisir. Merci beaucoup, Nicolas. Et effectivement, avant de passer aux questions, je me tourne vers Anne Sénéquier pour un exposé sur effectivement l'impact du changement climatique sur les questions de santé. Merci François. Tout à l'heure, on avait
reformuler l'intitulé de la conférence en comment combiner les contraintes du monde fragmenté, les conflits et le changement climatique. Alors, dans le conflit, on constate de manière évidente le caractère humain de la chose. C'est vrai que lorsqu'on parle de changement climatique, on parle plutôt d'événements extrêmes, d'augmentation de température moyenne. Mais c'est vrai qu'on nommait souvent la composante santé. Et d'ailleurs, dès 1992, la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique a reconnu l'effet négatif du changement climatique sur la santé humaine. Et pour autant, il a fallu attendre 2021 avec la COP de Glasgow pour voir apparaître pour la première fois une considération officielle de la santé au programme des COP. Tout à l'heure, Nicolas, tu parlais de la fragmentation de la communauté internationale. Tu as vu tous ces impacts et j'aimerais revoir un petit peu tout ça sur la perspective sanitaire et individuelle, sur les personnels de santé, mais aussi sur les populations qui sont sur le terrain et qui, du coup, interagissent et peuvent aussi avoir un changement de comportement vis-à-vis de celui-ci. Ce lien santé-climat, il est pour autant évident. La COP à Glasgow en 2021 a mis l'accent sur la pollution de l'air parce que c'est celui qui touche le plus de monde. On est 99% de la population mondiale aujourd'hui à respirer un air pollué. C'est d'autant plus vrai dans les villes et les régions sous climat chaud et humide parce qu'on a non seulement une plus grande irritation du parenchyme pulmonaire, des poumons, qui va être encore plus impactée par les particules polluantes. La problématique du lien entre le climat et la santé, et c'est 29 ans qu'il a fallu pour les COP de se saisir de cette chose-là, elle vient de la temporalité et de la résilience du corps humain. Le corps, il s'adapte. Finalement, l'air est pollué, mais on arrive toujours à respirer. Parfois, ça pique un peu, mais finalement, ça fonctionne, on y arrive. Ça pique un peu, mais concrètement, ce que l'on ne voit pas, c'est que dans les poumons, les polluants s'accumulent. Et aujourd'hui, avec les particules fines, cette phase de connaissance que vous évoquiez tout à l'heure, hein, Nicolas, eh bien, de toute façon, elle est intrinsèquement dans la sémantique du changement climatique. Aujourd'hui, comme vous le disiez, on était à 1 plus 1,2 de réchauffement du système global. C'est effectivement quelque chose de dynamique et on ne sait pas encore trop où ça va nous mener. Et cette phase de connaissance, en fait, elle va s'étirer tout le long de ce 21e siècle et probablement par la suite. On va devoir toujours courir derrière nos limites d'adaptation parce que limite il y a et peut-être qu'on représente, Franck et moi aujourd'hui, peut-être ces limites physiologiques. On parle d'adaptation, mais il y a un moment donné où il est fort probable qu'on arrive à certaines choses et on y est peut-être parfois déjà. Donc cette accumulation de déchets, ces particules fines qui vont traverser la barrière pulmonaire et va pouvoir justement circuler dans la totalité du corps humain, dans la totalité des organes, vont petit à petit, au fur et à mesure des années et des décennies, générer une usure des tissus. Et c'est cette usure des tissus qui, à un moment donné, génère cancer, génère maladies, ce qu'on appelle des maladies non transmissibles. Donc, cette problématique-là, elle est véritablement majeure dans ce qui se passe au niveau du changement climatique. D'autant plus que la pollution de l'air et le changement climatique partagent les mêmes déterminants et interagissent de façon réciproque et complexe. Vous parliez de la corrosion tout à l'heure. Je rappellerai aussi que quand corrosion d'un côté, de l'autre côté, on a aussi les moisissures sur les régions plus humides, avec à l'origine d'asthme grave lorsqu'on a des événements comme les tempêtes et les inondations. In fine, cette association de temporalité longue, parce que finalement, ce n'est pas forcément ici, maintenant, ça peut, et on va le voir, dans une déclinaison un petit peu parfois inquiétante. Je suis désolée, mais j'ai l'habitude de dire que l'objectif, ce n'est pas d'être catastrophique, mais de donner un bon énoncé pour qu'on puisse avoir des solutions non pathogènes, c'est-à-dire qui prennent le problème dans sa globalité et qui peuvent permettre d'avoir justement des réponses transversales. Et aujourd'hui, quand on parle de changement climatique, on a cette tendance, comme vous disiez tout à l'heure, de siloter, de répondre à cette problématique de CO2 sans pour autant considérer toutes les problématiques de notre monde déjà aujourd'hui pathogènes sur les composantes santé. Et on a aujourd'hui la capacité à répondre au changement climatique en y incluant le volet sanitaire.
et ce qui nous permettrait de sortir un petit peu de cette course folle des maladies non transmissibles qui sont la première pandémie de maladies non infectieuses que l'on vit au niveau de notre humanité. Donc cette temporalité longue, plus la résilience du corps, le fait qu'il est en capacité de s'adapter comme ça sur des années, voire des décennies, c'est ce qui permet justement l'invisibilité de ce lien climat-santé. Et depuis quelques années, on a le concept au niveau international qui se développe, c'est le concept de One Health, une santé, qui est à la croisée des chemins entre la santé humaine, la santé environnementale et la santé du monde animal, qui sont très liées, qui interagissent entre elles et qu'il faut considérer de manière coordonnée pour que, évidemment, on ne soit pas encore à créer les problèmes de demain en essayant de répondre avec une solution d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'au-delà du changement climatique, dans mes réponses, je vais parler effectivement de l'adaptation au changement climatique, mais aussi avec la perte de la biodiversité et la pollution, parce que traiter l'un sans l'autre, c'est évidemment pas pertinent. Donc on a vu ce climat impacter la santé du personnel des santé, mais aussi des populations présentes sur le terrain, et non seulement influencer la préparation des forces armées, leur entraînement, leur matériel, leurs limites de résistance qui vont s'en retrouver évoluer. La problématique aussi sur ce changement climatique, c'est sur la santé mentale. Et c'est vrai qu'on parlait d'invisibilité, je me répète, je suis désolée, mais c'est tellement important, de la composante santé dans le changement climatique. Il y a un deuxième niveau d'invisibilité, c'est la psychiatrie, la santé mentale en termes de santé. Alors là, on peut dire que c'est vraiment le facteur oublié. Au niveau mondial, 2% des budgets santé sont alloués à la psychiatrie. Et ne parlons pas de la pédopsychiatrie qui est complètement hors des scopes. En quoi c'est un problème? C'est un problème parce que finalement, ce changement climatique, ça va impacter, c'est un des drivers véritablement identifiés comme problématique sur la santé mentale au XXIe siècle, tout simplement par les événements catastrophiques qui peuvent arriver, et pas forcément là-bas. C'est vrai qu'on avait l'habitude de parler du changement climatique de là-bas, mais maintenant, c'est ici et maintenant également, et c'est important justement pour l'effort qu'on a à faire pour pouvoir le considérer. Ces événements météorologiques extrêmes qui vont détruire le travail d'une vie, entraîner un déplacement forcé et qui mettent à mal un mode de vie séculaire, va augmenter énormément la charge anxieuse au quotidien de ces populations et avoir justement la possibilité de rencontrer sur le terrain des opposants qui vont aller jusqu'au bout parce qu'ils n'ont absolument plus rien à perdre et plus rien à défendre. Et ça, c'est important, et notamment dans les phases où on est sur des vagues de chaleur extrêmes. Les études montrent aujourd'hui que ce genre de météo, plus le temps ça dure, plus ça dure sur le temps en termes de jours, en termes de semaines, plus la tension est palpable, il y a beaucoup plus d'agressivité, il y a beaucoup plus de suicides aussi pendant ces moments-là. Et la criminalité augmente aussi pendant les phases de canicule dans les endroits où ça peut être documenté. Donc c'est quelque chose aussi qu'il va falloir prendre en considération pour tâter un petit peu la température du conflit, sans vouloir jeu de mots. Alors, il était question de parler du stress thermique, mais je sais que Franck va nous parler de ça, donc je le laisserai parler sur la réaction du corps humain sur le stress thermique, sur l'exercice, l'adaptation du système cardiovasculaire. Il faut savoir que malgré tout, c'est vrai que ça va impacter le cœur, ça va impacter les vaisseaux, mais il y a un troisième organe qui est dans ce système-là, c'est le système rénal, et le système rénal est aussi impacté justement par ces changements climatiques, par cette adaptation nécessaire à des températures plus hautes. Et c'est vrai que ces répétitions d'épisodes de déshydratation, lorsqu'on est dans un exercice physique important, comme c'est souvent le cas du personnel des armées en opération, va pouvoir risquer une insuffisance rénale chronique. Donc il y a véritablement ce travail d'acclimatation à faire, et je laisserai Franck probablement en parler. Ce corps humain, il a cette capacité à s'adapter. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle d'adaptation, il est question, effectivement, vous parliez de l'acheminement, l'autonomie énergétique, l'autonomie hydrique des camps avancés. Aujourd'hui, les études montrent que pour réhydrater
quelqu'un qui fait un exercice physique sous haute température, il est plus efficace de boire un granité plutôt que de l'eau à température ambiante. C'est-à-dire que si pour vous réhydrater pendant cet exercice physique intense, vous avez besoin de 2 litres d'eau, vous n'en avez besoin que de 1 litre de granité pour vous réhydrater. Donc c'est une bonne chose parce que ça fait moins de poids. Mais en même temps, quid de fabriquer du granité pour les forces spéciales. Donc on reste un petit peu, on retombe un petit peu sur la problématique énergétique parce que pour créer de la glace en plein désert, ben, il faut de l'énergie, donc il faut l'apporter. Donc ce sont des choix à faire et en tous les cas, cette connaissance, on est exactement là-dedans, dans cette phase de connaissance sur l'adaptation du corps humain là-dessus. On a une problématique sur le rayonnement UV qui va exposer la peau, les yeux à des problématiques de rayonnement ultraviolet. Alors, c'est rarement pris au sérieux, c'est-à-dire que quand on arrive, que on soit un touriste, qu'on soit un personnel militaire ou de santé, que vous arrivez dans des régions où vous n'avez pas la peau adéquatement équipée pour, on va vous dire, il faut mettre de la crème, il faut mettre les lunettes de soleil. Vous allez le faire pendant 2-3 jours, une semaine, mais si votre OPEX dure plus de 1 mois, il est fort probable que vous lâchiez l'affaire avec la crème solaire, ce qui est bien dommage parce que justement ces rayonnements UV, même encore une fois, vous risquez peut-être le coup de soleil sur le moment. La problématique, c'est la récurrence du coup de soleil et le risque de cancer de la peau sur les années à venir. Depuis les années 70, le nombre de cancers de la peau chez les peaux claires ont augmenté de 8 fois. Donc c'est véritablement quelque chose de très problématique. Ce qu'on a remarqué également vis-à-vis de ce rayonnement UV dernièrement, c'est que ça avait un impact sur le système immunitaire également et que ça avait la capacité de désactiver l'immunité vaccinale et l'immunité cellulaire. C'est-à-dire que vous partez avec votre collection de vaccins et on a encore a priori quelques militaires dans la ceinture de la méningite. La ceinture de la méningite, c'est toute la bande subsaharienne où on a un climat très sec et très chaud. Et il va falloir continuer à explorer un petit peu cette dimension parce que justement, si on a des rayonnements UV qui neutralisent la vaccination, ça peut être problématique, d'autant plus que petit à petit, on a aussi la problématique du paludisme sur lequel les vaccins commencent à arriver. Donc, c'est aussi quelque chose à prendre en considération. Quelque chose qui est rarement évoqué et qui commence à apparaître, c'est le microbiote. Le microbiote, ce sont tous ces micro-organismes qui peuplent notre tube digestif. Aujourd'hui, les recherches en sont justement à comprendre les liens entre le microbiote, le système nerveux central, puisqu'on a retrouvé des neurones autour du tube digestif. Donc, on s'est rendu compte que ce microbiote, c'est lui qui va justement être en première ligne pour apprendre à notre système immunitaire la capacité à se protéger de telle ou telle maladie et d'éviter aussi les maladies auto-immunes. Maladies auto-immunes, c'est ces maladies où le corps reconnaît, le système immunitaire reconnaît le corps comme un élément étranger, ce qui est fondamentalement problématique. Ce microbiote, c'est-à-dire ces 160 espèces de macrobiotiques différentes qui peuplent notre tube digestif, et bien finalement, le changement climatique fait évoluer aussi ce microbiote avec énormément de nouveaux antigènes, des polluants, des pesticides, tous ces genres de choses qu'il n'a pas l'habitude de rencontrer après ces 7 millions d'années d'évolution et qui le mettent à mal et qui aujourd'hui amènent ce qu'on appelle une dysbiose, la perturbation de la population microbiote intestinale qui peut avoir des troubles inflammatoires auto-immuns, mais également aussi des problématiques sur le développement du système nerveux avec des maladies neurologiques telles que la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson et l'autisme chez les enfants. Donc on voit qu'à partir d'une seule chose, on part très large sur l'impact. Tout à l'heure, Nicolas parlait du stress hydrique et effectivement, l'eau, c'est encore quelque chose qui touche un éventail des possibles très large. Cette eau, elle est fondamentale pour la vie puisqu'on ne peut pas tenir 2-3 jours max sans consommation d'eau. Lorsqu'on est en situation d'un climat chaud avec un travail physique intense, je pense qu'on peut réduire cette nécessité à moins de la journée. Donc c'est véritablement fondamental, mais c'est aussi vecteur de pathologie.
Et aujourd'hui, sur Terre, on a plus de 2 milliards de personnes qui vivent dans des pays où le stress hydrique est élevé, 4 milliards de personnes qui sont confrontées à une pénurie grave d'eau au moins un mois dans l'année. Donc, c'est la quantité, mais c'est aussi la qualité de l'eau qui est importante. C'est aussi la pression sur les ressources hydriques qui risque d'encourager justement l'utilisation des eaux grises pour la production alimentaire, c'est-à-dire une eau grise non nettoyée, oui, non nettoyée, et qui peut justement ramener les polluants et les insecticides qu'il y avait dans les eaux au niveau de l'alimentation. Ces maladies d'origine hydrique, il y en a un petit peu partout. On a bien sûr toutes les maladies diarrhéiques lors de la consommation d'eau non stérile. On a des vibrioses. Vibrioses, c'est des agents pathogènes qui sont de la famille du choléra, qui a été détecté dans la mer Baltique dans les années 90. Et la mer Baltique, c'est un terrain d'infection idéal parce qu'elle a une faible salinité. Et les bactéries, dès que l'eau de surface est un peu chaude, commencent à prospérer. Donc, c'est des choses qu'on voit de plus en plus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la question que vous évoquiez tout à l'heure de l'ouverture de la route du Nord fait qu'on risque d'avoir ce genre de problématiques de plus en plus. D'autre part, vous parliez tout à l'heure de ces petits coquillages qui sont sur les coques des bateaux. C'est un problème effectivement d'énergie, il faut nettoyer les coques, mais c'est aussi un problème parce que ces coquillages, on les transporte d'un côté à l'autre de l'océan et ils vont venir impacter les écosystèmes dans lesquels ils n'étaient pas et peuvent être à l'origine d'une réaction en chaîne problématique in fine. Le choléra, effectivement, va bénéficier du changement climatique avec l'augmentation de la fréquence des pluies diluviennes, des inondations, des sécheresses qui vont compromettre la qualité de l'eau et de l'hygiène des aliments. Vous parliez tout à l'heure de réponse justement après les catastrophes, qu'elles soient naturelles ou autres. Et c'est vrai qu'à partir du moment où vous avez un mix entre les eaux propres et les eaux usées, vous pourrez être quasi certain que le choléra est là, tapis dans l'eau, pas loin à l'idée de ressurgir. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il est apparu que les foyers épidémiques de choléra sont aussi corrélés à deux variables au niveau climatique, c'est-à-dire le régime annuel des précipitations et aussi l'indice de variation climatique au-dessus des zones maritimes, notamment de l'océan Indien. Et cette influence, elle peut se faire sur des cycles annuels, mais aussi sur plusieurs années également. Tout ça, c'était sur des agents pathogènes directs. On a une grosse problématique autour des maladies transmissibles, des maladies vectorielles, c'est-à-dire avec un vecteur ou un réservoir animal. Et là, la problématique du changement climatique, c'est que le vecteur, lui, est un être vivant qui a besoin d'eau, qui a besoin d'une certaine température, puisqu'on repart sur... Enfin, on repart. On est véritablement dans la thématique de l'écosystème où chaque être vivant a sa propre niche, a son propre environnement dans lequel il se sent bien. Et si vous changez les variations physiques, eh bien, du coup, vous allez faire migrer toute une population d'êtres vivants. Et ces êtres vivants, parfois, sont porteurs justement de pathologies. On a ces arthropodes pathogènes qui sont les guêpes. On parle du frelon asiatique, l'arthropode hématophage, les moustiques, les tiques, les poux et ainsi de suite. D'ailleurs, je pense que ça n'a échappé à personne, l'arrivée en France du moustique tigre, Aedes aegypti de son petit nom, qui transmet la dengue. Il a colonisé la France en moins de 20 ans. Il est arrivé en 2001 par les Alpes-Maritimes. Et aujourd'hui, on pose littéralement des moustiquaires au-dessus des lits en Île-de-France. Et Et c'est un problème parce qu'il est devenu endémique. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui apparaître des cas de dengue de personnes qui n'ont pas voyagé dans les pays tropicaux. Et au niveau mondial, la dengue est la principale maladie de transmission virale. Et ça a été augmenté, le nombre de cas a été augmenté par 8 entre 2012 et 2020 au niveau du monde. Ce qui est problématique avec ces changements, ces migrations de vecteurs, c'est l'absence de sensibilisation. Concrètement, pour lutter contre le moustique tigre, il faut enlever toutes les eaux stagnantes. Vous pouvez mettre effectivement des moustiquaires plutôt que de
de jeter des pchit un petit peu partout, ça sera bien plus efficace. Mais le fait justement d'enlever toutes les eaux sous les pots, des jardins, des balcons, des fenêtres, tout ça, c'est pas quelque chose dont la population est sensibilisée, donc ce n'est pas quelque chose que l'on va faire. Et du coup, ça a profité aux vecteurs pour augmenter. Et on a tout plein comme ça de problématiques avec différents moustiques et différentes pathologies. On a le chikungunya qui est parti de 1952 en Tanzanie et qui, depuis 2014, est à peu près sur tous les continents. 3-4 minutes. Donc, on a ces problématiques avec les punaises, la maladie de Chagas. Là où c'est intéressant cette pathologie, parce que non seulement ça implique une migration de la pathologie, en l'occurrence la maladie de Chagas est passée de l'Amérique du Sud vers le nord en fonction de l'augmentation des températures au nord et aussi d'une migration des populations. Mais ce changement climatique va impliquer aussi un changement des comportements vis-à-vis de la punaise elle-même. La punaise, elle aime pas trop cette chaleur, donc pour éviter la déshydratation, eh bien, elle va se nourrir plus souvent. Donc si elle se nourrit plus souvent, elle va piquer plus souvent. Et lorsqu'elle est dans des endroits, dans des intérieurs plus chauds que d'habitude, eh bien, elle va avoir des cycles de vie plus courts, ce qui va augmenter la densité de population et donc un risque de propagation plus important. Donc, je vais vous parler, je vais prendre mes 3-4 dernières minutes pour parler un petit peu des maladies émergentes. Et là, effectivement, on est sur à l'interface entre le changement climatique, perte de biodiversité et pollution. Ces maladies émergentes, on les connaît bien, on les a fréquentées ces derniers temps. Et elles viennent justement du changement d'utilisation des terres, des opérations en milieu forestier dégradé et ça veut dire quoi finalement ces maladies émergentes? Maladies émergentes, là, je parle surtout des zoonoses, c'est-à-dire des maladies du monde animal euh, qui vont traverser la barrière de l'espèce et arriver jusqu'à l'homme. On en connaît plusieurs. On a le VIH qu'on a identifié en 1983, mais qui en fait est présent depuis le début du XXe siècle. Et on a pu, en faisant justement tout l'historique des mutations et du trajet du virus du VIH, se rendre compte que c'est le développement des échanges commerciaux par voie fluviale, mais le patient zéro, c'est quelqu'un qui était dans la forêt dans le Cameroun, dans le sud-est du Cameroun, et qui a été contaminé en forêt, soit parce il a mangé de la viande contaminée, soit parce qu'il s'est fait blesser par un grand singe, et qui a voyagé jusqu'à Kinshasa. Et à partir de là, il y a eu plusieurs autres contaminations, il y a eu plusieurs mutations qui a fait qu'il y a eu des petits foyers épidémiques sans pour autant générer des pandémies. La pandémie, comme on le sait, a explosé dans les années fin des années 70, début des années 80. Donc on voit que ce VIH, il a mis 80 ans pour devenir pandémique. Ebola, lui, il a mis 38 ans pour passer d'une souche maintenue au niveau local en 1976 à 2014, à l'épidémie régionale qui a fait 20 000 morts. Le coronavirus lui a mis 16 ans entre le SARS-CoV-1 en 2003 et Covid-19 qui a fait 7 millions de morts. Donc, on se rend compte qu'aujourd'hui, les opportunités sont de plus en plus importantes. On se rend compte qu'une personne peut être à l'origine d'une pandémie 80 ans plus tard. Et je pense que c'est important d'en parler parce que cette zone de l'Asie du Sud-Est, cette zone Indo-Pacifique, est identifiée comme un des points chauds géopolitiques du XXIe siècle. C'est aussi un point chaud d'émergence des zoonoses pour les mêmes raisons. Densité très importante, densité du bétail, déforestation, changement d'utilisation des terres. Donc il y a véritablement cette nécessité aujourd'hui à regarder les choses de manière transversale, à aller voir un petit peu au niveau sanitaire comment on peut éviter les maladaptations et les solutions qui nous semblent pertinentes aujourd'hui, mais qui s'avéreraient pathogènes pour demain. Merci. Merci à vous, Anne Sénéquier. Et pour terminer, Franck Brochery, je me tourne vers vous pour parler effectivement de l'impact du changement climatique sur notre corps et les performances de notre corps. Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je vous ai mis quelques petites une slide assez complète, ce qui va me permettre d'étayer certains des propos. Donc, il y a des choses très intéressantes qui ont été dites par mes précédents interlocuteurs concernant justement l'effet délétère du stress thermique sur le matériel, sur la santé. Et évidemment, c'est les militaires qui sont les premiers qui vont en pâtir puisqu'ils seront sur le terrain. Donc, comme ça a été énoncé, je viens du milieu sportif, donc je ne m'aventurerai pas sur des choses que je ne connais pas. Par contre, historiquement,
dans de nombreux pays, les sciences des sports collaborent et se nourrissent du champ militaire et inversement, que ce soit sur l'entraînement de nos athlètes et différentes techniques. Et vous le verrez au cours de cette présentation, c'est qu'on se rend compte finalement que certaines activités issues du monde sportif vont servir donc dans le futur, je pense, l'entraînement des militaires grâce aux optimisations qu'on a réussi à faire en utilisant son stress environnemental pour optimiser la performance. Et inversement, on réutilise, nous, des faits qui ont été utilisés dans le champ militaire auparavant. Donc, le premier point, vous le voyez en haut à droite, c'est cette différence, puisqu'il y a des objectifs de performance, que ce soit des athlètes ou des militaires, mais il y a effectivement des différences, notamment en termes vestimentaires. Un athlète qui courra un marathon, vous le voyez très bien sur les images télévision, sont dans des tenues très légères qui vont leur permettre de thermoréguler, justement, surtout en conditions chaudes. Et à l'inverse, les soldats déployés sur le terrain doivent être protégés, donc ont des équipements lourds et vont en plus porter du matériel pour se déplacer. Donc c'est une contrainte supplémentaire qui va impacter la charge physiologique. Un autre point important, c'est notamment la planification. Ça a été mentionné auparavant. Nous, les athlètes, nous planifions en fait nos interventions avec eux. La préparation des Jeux Olympiques de Tokyo, on savait longtemps à l'avance qu'il ferait très chaud et humide, et donc on a pu intervenir en amont. Les militaires, dans certains cas, vont être déployés sans être préparés. Donc, ce sont des stratégies qu'il faut anticiper et trouver donc des solutions. Donc, je pense que là, il va vraiment y avoir un travail de réflexion à réaliser sur ce point. Qu'en est-il en termes donc d'altération de la performance? On a mentionné qu'il y avait un effet délétère du stress thermique. Le point important, c'est que effectivement, dès lors que vous allez produire une activité physique et donc développer donc une activité locomotrice, vous allez développer de la chaleur. Cette chaleur doit être dissipée, c'est ce qu'on appelle la thermorégulation. Et en conditions tempérée, vous allez générer de la chaleur, elle va être dissipée notamment par la transpiration. Donc ça, c'est le point essentiel de la thermorégulation. Malheureusement, en conditions chaudes, cette transpiration existe. En conditions humides, ça a été évoqué, on va avoir des effets délétères puisqu'on pourra moins bien transpirer. Donc, premier point. Ensuite, sur cette altération de la performance, dès lors que la durée de l'effort continue et longue, vous avez un effet néfaste. À l'inverse, on a pu observer sur des activités d'athlétisme que les efforts explosifs, par contre, bénéficiaient de l'effet de la chaleur, notamment par une meilleure conduction nerveuse et aussi une meilleure contribution anaérobique. Donc, on va utiliser plus les sucres, carbohydrates, et donc on est meilleur sur des activités très explosives. Par contre, dès lors que vous répétez ces efforts, ce sont des travaux que nous avons réalisés, vous avez un effet délétère de la chaleur. Donc, c'est très complexe de dire qu'effectivement, on a un effet délétère dès lors qu'on fait des épreuves d'endurance et un effet positif quand c'est un effort unique. Mais dès que vous répétez, en fait, cette réponse est dépendante de l'intensité de l'exercice et de sa durée. Donc, vous pouvez prendre l'exemple, par exemple, du rugby à 7, qui est très court. Ça dure donc demi-temps de 7 minutes. Et vous pouvez avoir des effets délétères de la chaleur. Et donc, on a des stratégies aussi qui peuvent permettre de réduire ces effets. Donc, vous avez ce continuum d'effets positifs, négatifs sur la performance physique. Et en termes de santé, ça a été évoqué, on a donc des effets également délétères de ce stress thermique qui sont exacerbés par la pollution, effectivement. Et vous avez un continuum de symptômes qui vont aller de la crampe musculaire jusqu'à ce qu'on appelle le coup de chaleur, qui est fatidique. Et vous avez deux images, j'ai pris volontairement le football américain, puisqu'ils sont également équipés de matériel de protection, comme les militaires. Et donc, vous le voyez sur les deux images où vous avez très brièvement les différents symptômes, donc, qui peuvent être des nausées. Vous avez donc différents symptômes
typiques. Donc, on a parlé de coups de soleil. Effectivement, il faut se protéger. Donc, vous allez avoir des rougeurs de la peau, vous allez avoir des nausées, etc., etc. Et ce fameux continuum qui vous emmène au coup de chaleur qui peut être cliniquement mortel et sur lequel il faut réagir très vite. Donc, ça, c'est une autre contrainte que les athlètes et les militaires ont et qui est exacerbée en fait sur le champ militaire, dans le sens où vous ne pouvez pas évacuer quelqu'un, je pense, en tout cas c'est mon avis, sur une intervention militaire. Donc c'est extrêmement complexe, alors que nous pouvons agir. Et là, le premier point en termes de secours, c'est qu'il faut agir immédiatement dès qu'il y a un coup de chaleur qui est déclaré. Et donc, on a en moyenne 30 minutes pour intervenir, refroidir la personne avant de l'évacuer sur un service d'urgence. Donc ça, c'est vraiment une contrainte sur le terrain qui est à réfléchir aussi. Ensuite, vous avez sur ce point un besoin extrêmement important d'éducation du personnel militaire, mais je dirais même de l'ensemble de la population. On le voit, nous, avec les athlètes. Quelques années auparavant, personne n'utilisait de méthode qui permettait de contrecarrer les effets de la chaleur. J'en parlerai un peu plus tard. Et on voit qu'au fil du temps, à force d'éduquer nos entraîneurs, les fédérations internationales respectives dans chaque sport, qui maintenant ont des recommandations, permettent d'améliorer la connaissance des gens et de prendre conscience aussi des risques. Donc, on arrive là sur les Jeux de Paris bientôt. Le risque caniculaire existe et pourtant, on entend encore des personnes qui disent non, nous sommes en France, on n'a pas forcément l'obligation de se préparer à ces périodes caniculaires. Donc voilà, donc ça, ce sont aussi des éléments importants et les militaires seront effectivement déployés aussi pour la sécurité de l'événement. Donc ce sont aussi des contraintes qu'il faut considérer. Donc j'en arrive à cette troisième partie. Qu'est-ce qu'on peut faire? La première chose sur laquelle on peut intervenir relativement facilement et à titre préventif, c'est ce qu'on appelle l'acclimatation à la chaleur. Donc cette acclimatation, vous le voyez donc ici, vous avez différents procédés et c'est relativement simple, contrairement à d'autres stress. Donc moi, je travaille également sur l'hypoxie. Vous avez besoin de matériel lourd. Là, dans le cadre de la chaleur, pas forcément. On a donc maintenant du matériel qui a été développé, des chambres environnementales qui permettent de reproduire les conditions de température ambiante, d'humidité relative et éventuellement aussi de rayonnement. Mais vous pouvez aussi très bien le faire dans une petite pièce chauffée avec une baignoire remplie et plusieurs radiateurs. Donc, c'est vraiment ça l'importance et la facilité d'utiliser ce type de procédé. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a donc différents procédés avec charge contrôlée ou contrôle de la température centrale ou bien des immersions en eau chaude. Donc, différents procédés qui ont été testés donc, sur les athlètes, mais aussi dans le corps militaire. Donc, soit avec des immersions, soit des interventions et des expositions à des températures élevées. Donc là, on parle à des températures supérieures à 35 degrés, en général entre 35 et 40 degrés, sur laquelle on va aussi intervenir sur les paramètres d'humidité relative en fonction de l'objectif de cette acclimatation. Et comme vous le voyez en bas, derrière moi, donc sur ce graphe, il suffit d'une exposition d'1 heure à 1 heure et demie par jour, de façon passive ou active, peu importe l'intensité de l'exercice, pour pouvoir déclencher des adaptations. Et ces adaptations, je vous les ai mises ici. Donc, on a des adaptations cardiovasculaires, en termes de thermorégulation, avec une diminution de la température centrale, de la température cutanée. Vous allez avoir une amélioration de la tolérance. On a parlé au niveau mental, mais c'est aussi important. De juste une séance permet de mieux tolérer l'environnement chaud. Donc, on a cette amélioration. Et puis, bien évidemment, vous avez une amélioration au niveau sanguin avec un développement du volume plasmatique qui va permettre donc de mieux faire circuler le sang dans l'organisme et d'aider à
à une plus grande transpiration, évaporation de la sueur en perdant moins d'électrolytes, donc en conservant des éléments essentiels au fonctionnement cellulaire. Et in fine, vous améliorez votre performance physique. Donc, au cours du temps, et je ne vous ai pas dit combien de temps il fallait, euh, vous pouvez vous acclimater à la chaleur. Un autre point important, c'est que effectivement, l'entraînement en lui-même permet de s'acclimater de façon partielle à l'entraînement. Donc, les athlètes, les militaires s'entraînent, donc sont acclimatés. Le fait de porter aussi un équipement permet de mieux tolérer certaines températures. Mais ce n'est pas suffisant. Donc, il faut vraiment s'acclimater. Et cette acclimatation, vous le voyez sur le graphe, avec les ruptures, sur les ruptures de pente, sur les différents effets, c'est qu'en général, il faut 6 à 7 jours pour avoir une acclimatation partielle et des réponses adaptatives des différents paramètres physiologiques. Et on aura une acclimatation optimale autour de 14 jours. Bien évidemment, il y a des variations individuelles. Ça peut être un peu plus court pour certains athlètes ou militaires et un peu plus long pour certains autres. Donc voilà. Donc là, vous avez déjà la possibilité d'acclimater les athlètes, les soldats. Et je vous ai parlé justement de ces échanges de résultats entre les différents champs. Et par exemple, pour une athlète qui a dû préparer une compétition qui se produisait dans des conditions chaudes, mais aussi extrêmement froides, puisqu'il y avait une épreuve en Antarctique, on a utilisé des procédés militaires, c'est-à-dire de ce qu'on appelle la cross-tolérance. Donc, pour euh, adapter les capacités physiologiques de cet athlète qui était déjà habitué au grand froid, nous avons opté pour une acclimatation à la chaleur, qui était sa peur principale parce qu'elle ne connaissait pas l'environnement. Donc on l'a acclimaté à la chaleur et on l'a testé dans les deux conditions. Et on a pu voir qu'en acclimatant cet athlète à la chaleur, on l'a préparé également au froid et inversement. Donc, c'est des travaux qui ont été menés. Il y a plusieurs études qui ont été faites, bien évidemment, sur ces différents stress, ce qu'on appelle la tolérance croisée ou les crosstalk. Et vous pouvez utiliser le froid, la chaleur, l'hypoxie, donc l'altitude, pour préparer certaines adaptations et en avoir les bénéfices dans un autre stress. Donc, ça peut être une option envisageable pour justement déployer des militaires dans un temps très bref alors qu'ils sont exposés sur un autre type de stress. Euh, Ensuite, vous avez, on l'a évoqué, les problèmes d'hydratation. Donc, en fait, pour thermoréguler, vous allez transpirer, donc vous avez le besoin de réapprovisionner en eau. La problématique, c'est qu'il faut un bon équilibre. Si vous buvez trop, on le voit souvent malheureusement sur certaines épreuves, vous déclenchez d'autres problématiques. On parle notamment d'hyponatrémie qui peuvent également enclencher la mort des personnes qui boivent trop. Donc normalement, la recommandation, c'est à satiété ou dès qu'on a envie, quelques gorgées. Donc ça, c'est un point essentiel. On a parlé également de granité. Effectivement, ce sont des méthodes qui marchent relativement bien et on parle donc de stratégies de refroidissement. Ces stratégies de refroidissement, elles peuvent être internes, donc les granités, des boissons froides, autres, de la glace. Il y a également l'utilisation aussi de menthol, donc qui peuvent être juste sous la forme de rinçage de bouche qui permettent de mieux tolérer l'environnement chaud, ou alors d'ingestion. Mais là, il y a aussi des réponses individuelles à avoir. Des immersions en eau froide qui peuvent être utilisées, donc soit de façon partielle, soit de façon corps entier, et d'autres procédés. Donc, vous avez différents procédés avec les réponses ici. Et vous pouvez voir qu'encore, il y a quelques années, les réponses des entraîneurs étaient on n'utilise rien. Et on voit qu'au fil des recommandations, au fil de l'éducation des entraîneurs, des athlètes, on voit maintenant l'utilisation de différents matériaux. Et effectivement, en parlant de technologie, on a aussi vu émerger des vestes réfrigérantes, des brassards qui permettent d'avoir le moyen de refroidir les membres ou l'organisme dans son ensemble. Donc ça, ce sont des éléments qui sont aussi également intéressants. Et certains chercheurs dans le monde militaire utilisent ou ont proposé
l'utilisation donc de véhicules en backup sur les champs d'intervention qui permettraient donc aux militaires d'avoir des rotations ou de pouvoir récupérer dès lors qu'ils commençaient à avoir les symptômes euh, de coups de chaleur, sans arriver bien évidemment au seuil fatidique de coup de chaleur. Donc ce seuil fatidique de coup de chaleur, dans la littérature, on parle de 38,5 degrés de température centrale. Mais par contre, il faut savoir que les athlètes entraînés, je pense que les militaires seraient dans le même cas. Je n'ai pas connaissance de mesures chez eux, mais on les mesure souvent à plus de 40 degrés. C'est ce que je vous ai dit. L'entraînement permet à ces athlètes hors normes de pouvoir tolérer des choses que tout à chacun ne tolérerait pas. Donc, on mesure sans symptômes des athlètes avec des températures relativement élevées. J'en arrive au dernier point concernant donc les stratégies de surveillance. Donc, on a encore une fois, grâce au développement technologique, la possibilité de monitorer les athlètes. Et il peut en être de même avec les militaires. Donc, bien évidemment, ça engage des coûts supplémentaires, des budgets. C'est relativement onéreux. Mais je vous ai mis la petite image de cette gélule qui est miniaturisée. C'est un thermomètre miniaturisé, wireless, donc sans fil, qui permet de retransmettre la température centrale. Donc, vous l'ingérez comme un médicament et vous avez votre température centrale en temps réel. Donc, nous, dans le champ du sport élite, ça pose des problèmes éthiques parce qu'une lecture en temps direct pourrait dire il faut arrêter tel athlète, mais il est certainement en train de gagner une médaille. Donc, vous imaginez la problématique que ça peut engendrer. Par contre, sur le champ militaire, je pense que ça pourrait avoir du sens de dire voilà, tel soldat peut être évacué ou replacé en ligne arrière pour pouvoir éviter d'arriver à un seuil fatidique. Donc voilà. Et vous avez la photo à côté, vous voyez ce monitoring. Et donc, on a aussi quelques études qui ont montré dans le champ sportif, militaire également, qu'on utilise notamment le World Bulb Globe Temperature, qui est utilisé, le WBGT, qui prend la température, l'humidité relative, etc., comme gold standard de mesure de la température. Et vous avez la possibilité maintenant de modéliser, et c'était proposition également que nous avons faite, de modéliser les différents paramètres météorologiques avec des réponses physiologiques pour optimiser justement la prévention de l'arrivée de coups de chaleur et optimiser donc la performance de nos athlètes et potentiellement des militaires. Voilà, donc un bref aperçu de ce qui est fait actuellement et des réflexions qui pourraient être menées autour de l'utilisation de ces éléments avec les sportifs et bien évidemment une transposition dans le monde militaire. Merci. Merci beaucoup, Franck Brochy. C'est assez fascinant, ce petit micro-thermomètre. Effectivement, les questions que ça pose, sachant que dans d'autres sports, l'arrêt d'athlètes pour des raisons médicales, ça se fait en boxe anglaise, par exemple. C'est assez courant qu'un entraîneur arrête un boxeur parce qu'il estime que ça génère parfois des disputes entre boxeurs et entraîneurs. Euh, il est temps de passer aux questions et aux réponses. Oui, là-bas, et puis ici, et enfin là-bas. Bonjour. C'était peut-être une question dans la continuité de ce que vous disiez à la fin. En fait, on voit que l'alternance, l'entraînement peut entraîner l'adaptation, mais qu'en est-il à long terme d'un individu qui serait soumis du coup à ces stress, notamment chaud, froid, humidité, sec, basse altitude, haute altitude? Merci. Effectivement. On va prendre les trois questions Ah oui, pardon. d'un coup, si vous voulez bien. Il y avait une deuxième question qui était... C'était vous. Oui, bonjour. Nous avons parlé d'adaptation des forces. Qu'en est-il de l'acceptation de la société des impacts que pourraient avoir au compte nos forces armées sur l'environnement? Je m'explique, enfin j'illustre. Un avion de chasse, quand il vole, il émet du CO2. Une frégate anti-sous-marine va peut-être perturber la vie des mammifères marins. Ça pourrait être des sujets qui arriveraient dans la société. On pourrait se poser des questions. Certains même à l'extérieur de nos frontières pourraient favoriser ces questions. Et du coup, notre société pourrait se défier finalement à terme peut-être de nos forces armées. Est-ce que ces sujets-là sont pris en compte? Merci. On va prendre la question de la dame au pull bleu électrique.
Merci. Si vous permettez, je vais poser deux questions. Ah, Une pour Madame Sénéquier et une pour Monsieur Rigaud. La première pour Madame Sénéquier, c'est par rapport à l'anticipation de ces maladies émergentes ou déjà en place. Vous preniez l'exemple des moustiques et de l'absence de sensibilisation sur les eaux stagnantes. Aurait-il été possible d'anticiper la venue de ces vecteurs pathogènes et préparer les populations à justement éviter, par exemple, toutes ces eaux stagnantes où, là, on a eu les punaises ont fait beaucoup parler d'elles cet été. Aurait-il été aussi possible de préparer en amont dans les habitats collectifs, etc., voilà, d'anticiper ces questions. Et pour Monsieur Rego, c'est par rapport aux migrations et au changement climatique, est-il possible ou est-ce que c'est pris en charge? Est-ce que ça a été une question posée par l'Observatoire? Donc c'est aussi pour une question pour Monsieur Gémen. Est-ce que le changement climatique impacte les routes migratoires? Les routes migratoires, non pas le fait que les gens vont partir, vont se déplacer suite à un événement climatique majeur, mais est-ce que ces déplacés vont orienter leurs routes et vont les modifier en fonction d'une météo en réalité? Est-ce que à partir de telle température, vous avez pu constater dans vos études que telle route migratoire n'était plus empruntée et remplacée par d'autres? Parce que pour reprendre un peu le stress thermique, j'imagine que certaines routes deviennent impraticables à partir d'une telle température, ou pareil pour l'eau, etc. Voilà, j'espère que mes questions étaient claires. merci. On va terminer avec le monsieur en cravate derrière. Bonjour, merci pour votre conférence. Ma question concerne la région du Proche-Orient. Est-ce qu'on aurait déjà des retours d'expérience opérationnelle de militaires déployés dans la région du Proche-Orient et donc de l'effet des changements climatiques sur à la fois les corps, le matériel, la réflexion opérationnelle? Merci beaucoup. Eh bien, je vous propose de prendre les questions dans l'ordre dans lequel elles ont été posées, en commençant peut-être par vous, Franck. Du coup, oui, je ne l'ai pas évoqué. Effectivement, quand vous faites des acclimatations, des adaptations physiologiques sont temporaires. Donc, vous avez en général l'équivalent d'un mois de fenêtre de performance, en sachant qu'on perd en 2 à 2,5% par jour des effets bénéfiques sur certains des paramètres physiologiques. Donc, ce qui est possiblement réalisable, c'est des petites périodes de réacclimatation qui permettent de rebooster en fait les adaptations physiologiques dans un temps plus court, puisqu'on est préalablement acclimaté. Donc ça, c'est une option. Et pour répondre après à votre question, dans le temps, si vous maintenez à un moment donné sur tout stress, que ce soit de l'entraînement ou du stress environnemental, le corps s'adapte et malheureusement, certains paramètres physiologiques ne répondent plus en termes d'adaptation. Donc, si je prends par exemple les marqueurs clés de la chaleur, de l'altitude, donc c'est le facteur inducible à l'hypoxie, IF1, et heat shock protéine, en fait, ils se stabilisent dans le temps et on n'a plus leurs effets en fait moléculaires sur les adaptations. Donc, il faut, comme tout entraînement, planifier des périodes spécifiques. Et ces acclimatations, elles sont faites en amont justement de performances prévues en conditions chaudes. Donc, il faut ensuite les planifier dans le temps. Et ça, on ne sait pas encore si la réalisation de plusieurs cycles d'acclimatation aurait des effets adaptatifs à long terme. Est-ce qu'on je répète pour ceux qui sont en ligne. Donc, est-ce qu'on retrouve des effets néfastes à long terme sur le système immunitaire? Sur le système immunitaire, alors en fonction de l'exercice, vous allez avoir des réponses différentes. Mais en général, euh, vu la durée des cycles, la réponse immunitaire n'est pas vraiment impactée. Donc, en tout cas, nous, avec les athlètes, on peut se permettre de le faire. Voilà. Merci beaucoup. Je passe peut-être à Nicolas Regaud. Sur la question de l'impact sur les écosystèmes, peut-être sur le Proche-Orient aussi et les routes migratoires. Oui. Alors, s'agissant de notre effet sur l'environnement, alors, je dirais que c'est une question bien traditionnelle, dans le sens où dès que je parle adaptation au changement climatique, en général, les questions portent sur la défense verte.
mais aucun problème. Disons que la défense verte, c'est quelque chose que l'on fait depuis fort longtemps maintenant. Ça a démarré avec le premier plan environnement suite au Grenelle de l'environnement 2007, qui s'est traduit en stratégie de développement durable en 2012, actualisé récemment et qu'on va reprendre bientôt. Donc, il y a tout un ensemble de politiques de protection de la biodiversité, de protection de notre domaine foncier pour qu'il respecte des normes environnementales assez strictes, parfois même jusqu'à Natura 2000. 20% des Natura 2000 sont des terrains militaires, patati, patata, parce que ce sont des terrains qui sont assez propices, parce que pas de pollution, etc., assez propices à la protection d'une riche biodiversité. Donc ça, je dirais, les efforts des armées en matière d'atténuation, de protection de la nature, de sécurité environnementale quand il s'agit de protéger notre ZEE, de lutter contre la pêche INN, etc. Voilà, là, la liste est longue et je ne suis pas en charge de ça. Néanmoins, je suis au courant de ce qui se passe. J'attire votre attention sur le fait que c'est très bien, mais nous ne sommes que des contributeurs et des contributeurs modestes du fait de nos territoires fonciers, du fait de notre consommation d'énergie, 0,8% de la consommation énergétique nationale. Nos meilleurs efforts ne vont pas changer la face du monde. Par contre, l'adaptation, personne ne s'en occupera pour nous. Et on sera attendu sur les missions opérationnelles, sur des contrats opérationnels que fixera le président. Donc, il nous faut maintenir absolument, sinon même améliorer, nos capacités opérationnelles. Donc, l'adaptation au changement climatique, la sécurité climatique est un combat où nous partons de pas grand-chose et où il nous faut aller vite. Et c'est là où l'effort doit le porter le plus. En tout cas, j'en suis l'avocat. Sur les routes migratoires, je laisserai François dire, mais nous n'avons pas, au sein du ministère, de compétences particulières pour pouvoir traiter de ce type de questions qui n'est pas particulièrement militaire. Et long, c'est dans ce cadre-là que je dis il faut qu'on ait des partenariats avec des centres de recherche, le monde académique pour faire simple. Et naturellement, nous sommes intéressés. Je ne suis pas certain, comme ça, pour avoir lu quand même un peu, que déjà, il y a des stratégies d'adaptation aux effets de l'environnement, mais peut-être que si. Enfin, sur le Proche-Orient, eh bien, vous me posez une question sur un cas précis d'une sous-région, le Proche-Orient, où nous avons des forces en opération, tant au Liban qu'en Jordanie, etc., ou au Moyen-Orient, aux Émirats arabes unis. Oui, c'est ça qu'il nous faut organiser. C'est ça. On ne peut pas tout faire. On a démarré il y a 18 mois, on a fait beaucoup. On peut pas. Il faut choisir ses combats. Donc, oui, je l'ai mentionné, organiser le RETEX, organiser un RETEX dédié sur les impacts et les stratégies d'adaptation au niveau local aux effets du changement climatique. Oui, c'est absolument indispensable. C'est ça que nous voulons faire aussi parmi d'autres choses, d'autres projets qui viendront documenter notre stratégie d'adaptation au changement. Merci beaucoup, Anne Sénéquier. Je me tourne maintenant vers vous. Merci. Merci pour votre question. En ce qui concerne le moustique tigre, est-ce qu'on aurait pu l'anticiper? Oui, parce qu'on sait qu'il est sur le territoire depuis 2001 déjà, mais j'ai envie de dire qu'on est encore aujourd'hui dans l'anticipation parce que on a effectivement les trois quarts du territoire qui sont contaminés, ou en tous les cas où on trouve du moustique tigre, ce n'est pas la totalité du territoire, et puis c'est sur juillet-août encore aujourd'hui, donc ça n'a pas encore véritablement marqué les esprits. Des campagnes de sensibilisation, il y en a, mais en termes d'éducation sanitaire, on est très mauvais. On est très mauvais parce que depuis les années 70 et depuis la deuxième partie du XXe siècle, on fait de la médecine curative, donc on prend le problème une fois qu'il est là. Et du coup, là, il va falloir aussi, sur d'autres thématiques, véritablement construire une prévention sanitaire et l'éducation sanitaire de la population en fait partie. C'est vrai pour le moustique tigre, c'est vrai aussi pour tous les autres arthropodes qu'on peut voir dans nos maisons. Et vis-à-vis de la punaise de lit, finalement, c'est intrinsèque. Et je reviens un petit peu sur les maladies auto-immunes et les allergies et ce qu'on disait sur le microbiote aussi. On constate en Occident une recrudescence très importante d'allergies, d'asthme, tous ces genres de choses qui viennent du fait que les enfants sont un petit peu aujourd'hui éduqués dans un système
dans un monde loin de la nature, loin des antigènes naturels. Et dès que justement ils vont rencontrer un nouvel antigène ou une déjection d'un truc, ils vont avoir des allergies. Et c'est parce que justement leur système immunitaire, dans les premières années de la vie, n'ont pas été en contact avec tout ça. Donc on a un quotidien, je dirais, là, pour le coup, trop propre en fait, et qui déclenche toutes ces problématiques. Et par exemple, dans les pays en Afrique, les allergies alimentaires en zone rurale, ça n'existe pas en fait, parce que justement, il y a des enfants qui sont en contact direct. Donc il va falloir trouver un juste milieu. Pas être trop stérile parce que ça va nous retomber dessus et c'est en train de nous retomber dessus littéralement, autant en termes d'asthme que d'allergies alimentaires, tous les trucs gluten-free, ceci et cela. C'est la société qui essaye de s'adapter, mais il va falloir repartir aussi depuis le début et peut-être sortir aussi de ce tout javélisé qui, à un moment donné, est important sur certaines pathologies, mais aussi génère ces problématiques-là. Nous sommes trop propres. Nous sommes trop propres. Est-ce qu'il y a une dernière question peut-être avant de passer à la pause? Oui, madame. Attendez d'avoir le micro, sinon les gens qui sont en ligne ne vous entendent pas. Ah oui, les questions du... Si, la question du prochain. Est-ce qu'on peut avoir le micro? Voilà. Ici devant. Beaucoup de nous avoir éclairés sur tous ces sujets. J'ai une question pour Madame Sénéquier au sujet de l'éco-anxiété, qui un background. Comme vous le savez, beaucoup de jeunes sont vraiment inquiets quant au déroulement climatique, hein, les évolutions, et vous parliez de santé mentale. Est-ce que la recherche vous indique que c'est un problème particulièrement accru et quels sont les moyens peut-être d'y remédier? Merci. Oui, c'est effectivement une des problématiques. Alors, on la met souvent sur le dos des jeunes. On le voit aussi chez certains adultes. Et en fait, c'est le gap entre la prise de conscience de toutes ces crises, cette triple crise que l'on vit au XXIe siècle, et finalement le fossé qu'il y a entre cette crise et la réponse donnée, finalement. C'est ce manque d'urgence d'action. Et c'est vrai qu'on voit aujourd'hui beaucoup de jeunes avec une anxiété, parfois qui va jusqu'à la dépression, c'est l'impuissance finalement. Donc il y a beaucoup aussi, on met beaucoup le focus sur le comportement individuel, mais en fait se rendre compte que changer leur comportement ici ne change pas la problématique au niveau global. Et finalement, la solution, la solution, mais en tous les cas, pour atténuer l'éco-anxiété, parce que quand vous êtes après envahi par votre anxiété, vous n'avez plus la capacité d'agir, et à un moment donné où ça devient paralysant, et ça crée un cercle vicieux qui peut aller assez loin. Donc l'objectif pour sauter au-dessus de cet obstacle-là, c'est d'agir au niveau local. C'est-à-dire de s'investir, de se rendre compte que, la personne n'est pas toute seule et qu'il y a autour de lui beaucoup de monde qui est impliqué dans ces thématiques-là, et d'agir au niveau local, parce qu'au niveau local, on a la capacité de voir le changement de ce que l'on peut faire. C'est-à-dire que si vous faites le compost tout seul dans votre jardin, eh bien, vous allez avoir l'impression que ça ne change pas grand-chose, mais si petit à petit, votre façon de faire, votre voisin vient vous poser des questions, et puis vous allez dans votre rue, et puis vous en parlez, et ainsi de suite, en fait, ça va faire par capillarité, petit à petit, commencer à changer les choses. Vous pouvez participer au nettoyage des forêts dans votre ville. En fait, lorsqu'on regarde un petit peu ce qui se passe autour de soi, on se rend compte qu'il y a tout plein d'activités, et l'associatif et l'engagement au niveau local, et j'insiste sur le niveau local, peut être d'une grande aide, parce que justement, on voit qu'en faisant les choses, ça peut changer. Et si on le fait ici, c'est que probablement quelqu'un d'autre le fait ailleurs. Et ça va être
la transversalité et ne pas forcément attendre la solution du haut, mais pouvoir connecter justement les individus, les communautés, les sociétés civiles petit à petit. C'est ce qu'ont fait les villes finalement, le mouvement du C40, c'est les grandes villes du monde qui justement se sont mis en réseau pour partager les expériences, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et pouvoir avancer justement sur cette lutte du changement climatique. Merci beaucoup. Avant de décrire la pause, un mot sur les routes migratoires. À ma connaissance, on n'a pas encore vu d'impact effectivement du changement climatique sur les routes migratoires elles-mêmes. Autant le changement climatique est un facteur important de migration, autant je n'ai pas connaissance qu'il ait modifié certaines routes migratoires, en tout cas pas pour le moment.